Chers téléspectateurs, bien le bonsoir à vous, fidèles des rendez-vous économiques de l'Iqtisadi El Oula. Nous sommes en direct depuis Alger, où l'Iqtisadi El Oula a couvert cet événement, l'événement de l'IFIDAS, organisé autour de la finance islamique. C'est vrai que la finance islamique c'est un sujet d'actualité. Et pour parler justement de cette finance islamique d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau le président de l'association Les FIDAS, Ahmed Haftari. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci d'être venu. Et j'ai avec moi aussi Monsieur Sofiane Mazari, chef division finance islamique au niveau du CPA. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, j'aimerais qu'on parle tout d'abord de l'association Les FIDAS. Je me tourne vers vous. Monsieur le Président de cette association, alors quels sont les objectifs déjà de cette association? Merci pour cette couverture, d'où l'intérêt. IFIDAS, c'est l'association des anciens diplômés de l'IFID. C'est une association qui regroupe tous les acteurs du secteur financier, notamment secteur bancaire, financier, assurance et d'autres établissements financiers. Aujourd'hui, donc, notre rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un plan d'action ambitieux de l'association. Parmi les thématiques donc choisies, la finance islamique en tant que sujet d'actualité qui intéresse beaucoup de citoyens et d'opérateurs économiques. Voilà, raison pour laquelle nous avons opté pour cette thématique et on a jugé de faire un bilan après 3 ans. Qu'en est-il de cette industrie de la finance islamique en Algérie? Alors, c'est vrai, il faut aussi rappeler à nos chers téléspectateurs que cet événement a été organisé sous le slogan, finance islamique, bilan et perspective. Oui. C'est la thématique, bilan et perspective de la finance islamique en Algérie. Exactement. Sofiane Mazari, c'est vrai que la finance islamique fait partie aujourd'hui du débat public. C'est tout le monde qui parle de la finance islamique. Alors, est-ce que vous qui êtes un acteur de cette finance islamique, est-ce que vous avez remarqué que après l'arrivée de cette formule, que les Algériens s'y intéressent de plus en plus? Effectivement, d'ailleurs, même l'avènement de cette formule dans le paysage financier algérien, c'est suite à une demande très persistante de la part de la population, des opérateurs économiques qui souhaitent avoir des moyens de financement alternatifs, des moyens de placement de leur argent alternatif qui soient en cohérence avec les préceptes de la charia islamique. Et c'est pour cette raison donc il y a quand même 3 années, à partir de 2020, où la Banque d'Algérie a promulgué un règlement qui encadre un peu cette activité. Et suite à la promulgation du règlement, il y a eu un certain nombre d'acteurs du secteur bancaire qui ont pris l'initiative de lancer des fenêtres islamiques, en plus des banques islamiques qui existent déjà sur le marché depuis quand même 10, voire même 30 ans pour une des 2 banques. Et puis ce paysage donc, de l'industrie bancaire islamique a été renforcé par la présence de 10 fenêtres islamiques. Les 6 banques publiques qui ont lancé leurs fenêtres islamiques, mais il y a également 4 banques privées qui ont leurs fenêtres islamiques. Et il va peut-être même y avoir d'autres acteurs l'année prochaine, 2024, Inch'Allah. Et puis, c'est pour dire que c'est quand même tous beau monde, donc les 12 acteurs du marché. On est à fin 2023. C'est quand même quelque chose qui va aller chercher dans plus de 700 milliards de dinars de dépôts qui ont été collectés par ces acteurs, soit l'équivalent de pratiquement 5 milliards 300 millions de dollars. C'est pour rapprocher un peu les chiffres. Et c'est quand même quelque chose comme 5% donc, de la taille du marché bancaire de manière générale. Et puis, c'est également des acteurs qui sont arrivés en très peu de temps à proposer au marché une panoplie de produits, que ce soit envers les particuliers, les professionnels ou les entreprises, en termes de financement, mais également en termes de compte ou de collecte des dépôts. D'accord. Donc vous me dites que vous êtes en train de faire le bilan de cette finance islamique, un bilan de 3 ans, alors que la finance islamique a existé déjà avant 2020 en Algérie avec des banques privées.
Mais est-ce que, par exemple, le citoyen algérien, le consommateur algérien, face à ces banques privées qui proposaient déjà la finance islamique, il n'était pas satisfait? C'est pour ça que la demande a persisté, c'est ça? Tout à fait. Alors bon, il faut peut-être expliquer quelque chose. C'est qu'il y avait des acteurs dans ce domaine avant 2020, mais c'était des acteurs qui activaient un peu sous l'ancienne loi. Et donc il n'y avait pas de réglementation spécifique pour ce type d'activité. C'est pour cette raison, pour renforcer la confiance dans ce type d'activité bancaire, c'est pour cette raison-là que l'État a pris l'initiative de mettre en place une réglementation qui encadre un peu l'activité pour rassurer un peu les gens, notamment quant à la conformité charaïque des transactions. Et puis par ailleurs, il faut rappeler également que même s'il y avait déjà des acteurs dans le marché, peut-être que les capacités de propagation des produits n'étaient pas très importantes. C'est pour cette raison que les banques publiques ont intervenu et même d'autres banques privées également pour étoffer un peu le réseau, parce qu'on passe d'une capacité peut-être de une cinquantaine d'agences entre les deux banques privées islamiques. On passe à plus de 620 points de vente entre guichets islamiques ou agences dédiées et qui sont répartis un peu sur tout le territoire national. Et donc c'est un élément qui est très important. Toujours en parlant de ce bilan, vous me dites que 620 points de vente s'ajoutent au paysage de la finance islamique. Alors quels seraient les défis ou bien les challenges à relever maintenant? Alors le premier challenge, c'était d'être présent un peu partout. C'était de pouvoir se rapprocher de la population, se rapprocher des opérateurs économiques. Donc il fallait développer un réseau de distribution. Même s'il y a au-delà des 600 ou 620 points de vente, il y a également des canaux digitaux qui sont utilisés par ces acteurs pour vendre leurs produits à travers des plateformes, etc. Mais après avoir un peu installé le réseau de distribution des produits, deuxième étape, c'est de se rapprocher de la clientèle et donc d'étoffer l'offre de produits envers ces segments de la clientèle ou cette frange de la population qui est très regardante par rapport à certains aspects de conformité charaïque, et offrir une alternative à tout ce bon monde pour qu'il puisse trouver son intérêt, que ce soit dans la finance classique ou conventionnelle, ou alors que ce soit dans la finance islamique. Et en réalité, donc maintenant, le défi, c'est cette diversification des produits, chose qui est en train d'être faite. Par exemple, au niveau du Crédit Populaire d'Algérie, nous avons quand même une gamme de produits qui est très étoffée, qui s'adresse aux trois principaux segments du marché, à savoir les particuliers, les professionnels et les entreprises. On finance les investissements des entreprises, on finance les investissements des professionnels et on finance également les investissements immobiliers des particuliers, l'équipement des particuliers en termes de véhicules, de motocycles, de produits d'électroménager, d'ameublement, etc. Ça, c'est en termes de produits de financement, mais on donne également la possibilité aux opérateurs économiques et aux individus de placer leurs excédents d'argent dans des comptes bancaires islamiques, qu'ils soient comptes courants ou alors dans des comptes d'investissement sous forme de livret d'épargne, par exemple pour les particuliers, mais également de comptes d'investissement sur le long terme, donc à terme, pour les trois catégories que je viens de citer. Alors, cela fait 3 ans que la finance islamique est officiellement arrivée en Algérie. Est-ce un bilan optimiste que vous êtes en train de présenter aujourd'hui? Tout à fait. C'est un bilan très réaliste, mais il y a des indicateurs qui présagent d'un potentiel très fort sur le marché. Il n'y a qu'à voir par exemple le taux moyen de croissance de cette industrie bancaire islamique tel que ça a été repris dans le rapport de la Banque d'Algérie. Il est entre 24 et 30% pour les 2-3 dernières années. Et personnellement, je pense que le taux de croissance pour la 2023 va être beaucoup plus important parce qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui sont rentrés et il y a surtout eu de nouveaux produits qui ont été commercialisés. Il faut s'attendre à des taux de croissance un peu plus importants. Par ailleurs, je parlais un peu de réseau de distribution. En un laps de temps, en un temps très réduit, on a réussi quand même à déployer, par exemple si je prends l'exemple du Crédit Populaire d'Algérie, nous avons quand même un réseau qui approche la centaine de guichets islamiques qui sont implantés un peu partout.
Et l'ensemble des acteurs, nous sommes quand même arrivés à un peu plus de 600 points de vente, donc ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national, avec une gamme de produits qui est assez large, avec des taux de croissance qui sont très importants, avec des montants donc de dépôt. J'ai parlé de 700 milliards au sein du CPA à la première semaine du mois de décembre. Nous sommes carrément à pratiquement 34 milliards de dinars de dépôts qui ont été collectés et pratiquement 47 000 comptes qui ont été ouverts, chose qui est très importante et très prometteuse. Et d'ailleurs, je rappelle qu'au sein du CPA également, de la fenêtre islamique du CPA, il y a un indicateur qui est très pertinent donc, pour le marché. 3 clients sur 4 de la fenêtre islamique du CPA viennent de l'extérieur du CPA. Il y a seulement un client sur 4 de la fenêtre islamique du CPA qui a fait de la transformation, qui était dans le schéma classique, qui a souhaité avoir un compte islamique. Mais 75% de la clientèle de la fenêtre viennent de l'extérieur. Comprenez-vous que peut-être une grande partie de la population algérienne ne connaissent pas encore c'est quoi la finance islamique, ce qu'est la finance islamique. Est-ce que vous comprenez est-ce que par exemple ce genre de débat, ce genre de conférence aide à faire la promotion de la finance islamique en Algérie? Parfaitement, c'est une question très pertinente. Donc la réponse est la salle. Donc aujourd'hui, la salle archi pleine par rapport à la qualité, soit des interventions, des questions et même des invités. Donc on a même suscité l'intérêt du grand public. On a reçu des étudiants aussi, des experts financiers, notamment de la place financière et toute catégorie, soit des professionnels ou des citoyens. Donc il répond exactement à votre question qu'une grande partie des citoyens cherchent toujours à comprendre le mécanisme de financement de cette industrie. D'où la thématique a répondu principalement à beaucoup de questions donc, pendant cette rencontre. Exactement. Sofiane Mazari, encore une fois, pour parler toujours de la finance islamique. Nombreux Algériens peut-être n'ont pas grande idée de ce qu'est la finance islamique. Est-ce que par exemple au sein du CPA, ils trouveront peut-être une aide ou bien une orientation? Forcément, il suffit de se rapprocher de nos agences. Il y a quand même, CPA dispose de 161 agences bancaires qui sont réparties sur le territoire national, dont 97 disposent d'un guichet islamique. Nous allons également développer de nouvelles agences qui vont ouvrir très bientôt au cours du premier trimestre 2024. Et c'est des agences exclusivement dédiées à la finance islamique où les gens qui désirent ce type de produit peuvent se rapprocher de nos services. Ils vont avoir toute l'information nécessaire et les explications nécessaires en termes d'offres de produits, mais également de services financiers qui sont offerts au sein de cette fenêtre islamique. Chers messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions. Ahmed Haftari, je rappelle que vous êtes président de l'EFIDAS et Sofiane Mazari, je rappelle aussi que vous êtes chef division finance islamique au sein du CPA. Merci d'avoir accepté aussi mon invitation. Chers téléspectateurs, restez branchés avec nous, ne partez pas. Je vous propose de suivre ce sujet signé Wala Bourbala sur les perspectives de la finance islamique en Algérie et puis on entame le débat. L'Algérie, en quête de diversification de son secteur financier, explore les horizons de la finance islamique avec un regard optimiste. Cette approche éthique et conforme aux principes de la charia offre des perspectives intéressantes pour l'économie algérienne. Cette évolution est soutenue par un intérêt croissant des consommateurs pour des services financiers conformes à leurs convictions. Les banques algériennes, en réponse à cette demande, élargissent leur gamme de produits islamiques, contribuant ainsi à l'inclusion financière. Les secteurs clés tels que le financement des infrastructures et des PME sont identifiés comme des domaines où la finance islamique peut jouer un rôle crucial. En favorisant la participation du secteur privé, elle pourrait stimuler la croissance économique et créer des opportunités d'investissement. Malgré ces perspectives positives, des défis subsistent, notamment la sensibilisation du public et l'adaptation des infrastructures financières existantes. Chers téléspectateurs, de retour sur le plateau de l'événement économique, nous avons suivi un sujet signé Wala Bourbala sur les perspectives de la finance islamique. Et la finance islamique, nous allons encore parler de cette formule fraîchement arrivée en Algérie, enfin officiellement arrivée en Algérie depuis 2020, mais elle existait bien avant. Et pour parler de cette finance islamique, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Nasser Haïdar, PDG de Salam Bank. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Nasser Haïdar. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Et j'ai avec moi aussi Chakib Qassimi Al-Hassani,
PDG de Al Jazair Al Muttahida, c'est une assurance islamique. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Donc je le disais, la finance islamique, voilà, c'est le sujet de cette semaine aussi. Je me tourne vers vous, Nasser Haïdar. Al-Salam, la banque Al-Salam, on peut dire que c'est c'est l'institution, la banque, c'est d'ailleurs c'est parmi les premières banques à avoir adopté la finance islamique ici en Algérie après Al-Baraka. Donc vous connaissez le marché algérien, vous êtes ici depuis maintenant ça fait des années. Et est-ce que le citoyen algérien ou bien le consommateur algérien, il est tenté par la finance islamique? Est-ce qu'il y a un engouement, un réel engouement sur cette formule? Effectivement, la finance islamique jouit en Algérie d'un environnement très favorable, très propice, très preneur dans la mesure où cette finance, cette nouvelle façon de pratiquer les métiers et les produits de la finance répond à un besoin, je dirais, socio-culturel, parce que les pratiques bancaires conventionnelles sont entachées de quelque chose qui est conçu, perçu comme contraire aux convictions religieuses des citoyens par rapport à cette problématique de l'intérêt qui est assimilé à l'usure au sens religieux du terme. Donc ces pratiques bancaires et financières sharia compatibles ont essayé d'apporter donc une alternative qui permet donc aux opérateurs économiques, qu'ils soient épargnants, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient entrepreneurs, de bénéficier des prestations bancaires tout en respectant les préceptes et les paradigmes de la religion musulmane en matière donc, de transactions commerciales et financières notamment. À travers l'expérience de la banque El Baraka qui est venue sur le marché algérien en 1991 avec l'ouverture du marché bancaire à la faveur de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit qui a permis donc, qui a ouvert le marché aux investisseurs privés et internationaux dans le domaine bancaire, et après le Salam Bank, et après l'ouverture de nombreux guichets islamiques auprès de banques conventionnelles. Et cette activité a pris encore une plus grande ampleur avec la promulgation de la réglementation de la Banque d'Algérie spécifique à la banque islamique et avec la promulgation aussi des textes législatifs réglementaires relatifs à l'assurance takaful et dans l'attente aussi qu'il y ait une réglementation dédiée un peu aux opérations de marché islamique aussi, parce que même sur les opérations de marché, il y a cette problématique d'intérêt assorti aux opérations d'emprunt sur le marché à travers donc, les obligations qui soulèvent aussi cette contrainte de conformité aux préceptes de la charia. En parlant déjà des contraintes et tout, quels seront les défis peut-être à relever dans les prochains mois, les prochaines années, voilà, selon donc vous? La finance islamique en Algérie aspire justement à capter cette partie des activités économiques et financières qui continuent à s'exercer en dehors de la sphère bancaire, partiellement en raison de cette problématique religieuse, mais pas tout, parce qu'il y a d'autres raisons, d'autres facteurs qui expliquent un peu ce phénomène de l'économie souterraine, de l'économie informelle. Mais parmi les facteurs, je dirais qu'il y a cette contrainte de conformité à la religion est très importante. Donc, pour cette catégorie d'opérateurs économiques qui souhaitent donc diversifier par exemple les sources, disons, les créneaux de fructification de leur épargne pour ceux qui détiennent des ressources financières et pour ceux qui ont des projets, qui souhaitent agrandir leurs projets ou démarrer de nouveaux projets en les finançant par des instruments et des produits charia compatibles, ça permet donc de financer cette partie de l'activité
l'activité économique et de la drainer, de la tirer vers la sphère économique formelle pour qu'elle puisse donc s'épanouir tout en respectant donc les obligations citoyennes que doivent observer un peu les opérateurs économiques dans n'importe quel pays. Exactement. Il n'y a pas que les banques aussi dans la finance islamique, il y a aussi les assurances et c'est pour ça que vous êtes avec nous aussi, président, directeur général de Al Jazair Al Muttahida. Alors parlez-nous déjà de cette assurance parce qu'on n'entend pas beaucoup parler des assurances islamiques en Algérie. Très bien. Donc les assurances islamiques sont un peu le nouveau venu dans la finance islamique. Donc on connaît les banques islamiques, Baraka, Salam, qui existent depuis bientôt un peu plus de 30 ans déjà. Et nous, notre activité est née à la faveur de la promulgation du décret exécutif de 2021. Donc c'est assez nouveau quand même, ça fait à peine un peu moins de 2 années. Et notre société existe depuis mi-2022 et qui est beaucoup plus spécialisée dans le family takaful, c'est une nouvelle notion également. Le takaful, c'est un peu le nom technique des assurances islamiques. Et le family takaful, c'est un peu l'équivalent L'assurance familiale. Exactement, c'est des assurances de personnes dans le conventionnel. Voilà. Et nous existons, comme je l'ai dit, je l'ai indiqué depuis 2022 et on est en exploitation depuis un peu plus de 6 mois. C'est pour vous dire un peu à quel point c'est assez nouveau et puis vu que vous avez une assurance fraîchement installée, est-ce que absolument. c'est difficile maintenant de pénétrer le marché algérien? Absolument, absolument. C'est difficile et pas difficile parce que le chemin a été déjà pavé par les banques islamiques et les Mais entre les banques et les assurances, peut-être il n'y a pas photo peut-être. Hein. Entre les banques c'est autre chose, l'assurance beaucoup moins, on le sait. Un peu Peut-être moins. l'Algérien avec les assurances, pas si... Il n'est pas assez... il y a on n'a pas assez d'informations Absolument, concernant ce secteur, on va dire ça. C'est un peu disons, le volet un peu méconnu de la finance. Mais maintenant, c'est pour notre défi. Hein. On a doublement un défi. Donc c'est le défi déjà de s'imposer, de se faire connaître déjà sur le marché. Et puis de... Exactement. Nasser Haïdar, je reviens vers vous maintenant. C'est vrai que maintenant, les Algériens attendent beaucoup à Salam et à Baraka après l'ouverture des usines d'automobiles Fiat et compagnie. Parce que Salam avait promis, ça fait maintenant quelques mois, aux consommateurs algériens, à ses clients, qu'elle pourrait ouvrir un crédit auto, c'est ça? Oui. En fait, l'activité crédit à la consommation ne s'est jamais arrêtée à Salam Bank. La question était que les usines de montage des véhicules localement étaient à l'arrêt. Donc c'était le produit, l'offre qui n'était pas là. Le produit de crédit véhicule que nous appelons le bay' bit-taqsit, la vente à tempérament. D'ailleurs, nous avons innové sur la place en changeant un peu d'optique, d'approche à travers l'achat directement d'un stock de véhicules que nous, bien sûr, stockons auprès du concessionnaire lui-même et que nous commercialisons aux clients en fonction donc, de l'ancienneté de leur demande. C'est une formule qui est différente un peu de la formule qui était connue auparavant, la murabaha individuelle, où chaque citoyen ramène la facture et la banque donc achète le véhicule et le revend au citoyen qui apporte la facture avec une obligation d'achat. Donc cette formule a suscité beaucoup d'engouement auprès des citoyens et ce qui a permis de faire donc, de Salam Bank l'un des premiers acteurs en la matière. Mais je dirais que le crédit à la consommation ne constitue pas le plus important de l'activité de financement de la banque. Bien au contraire, au temps des plus prospères du crédit à la consommation, quand il y avait la disponibilité des véhicules, ça ne dépassait pas 15% de notre portefeuille. Le gros va vers le financement des entreprises, le financement corporate, que ce soit les besoins d'exploitation, les besoins d'investissement, c'est ce qui constitue un peu la majeure partie de notre portefeuille crédit. C'est vrai que le crédit à la consommation vient un peu en appoint à cette activité de production nationale à travers la solvabilisation de la demande, donc l'élargissement du pouvoir d'achat des citoyens permet donc
aux entreprises de production nationale, notamment en matière d'électroménager, en matière donc, de bureautique, en matière de mobilier, de trouver donc, d'élargir un peu les possibilités de commercialisation à travers donc, la solvabilisation de la demande. C'est pour cela que moi je suis tout à fait d'accord que le crédit à la consommation soit réservé exclusivement à la production nationale. Ceci dit, je constate qu'il y a nécessité aussi d'élargir la gamme de produits éligibles au crédit à la consommation aux services. Parce qu'actuellement, les dispositifs réglementaires régissant le crédit à la consommation restreint uniquement aux produits électroménagers, etc. physiques. Alors que ce sont des produits en fait qui sont dont les composants, dont les kits sont importés. Maintenant, par exemple, l'enseignement, le crédit à la consommation, pour financer l'enseignement auprès d'établissements scolaires ou de formation professionnelle ou même universitaire privé, le tourisme local aussi, qui peut aussi être financé pour promouvoir le tourisme local. Et pour cela, nous avons donc proposé un produit que nous appelons Siyahati, qui est un produit d'épargne adossé à la possibilité de bénéficier d'un séjour touristique local par facilité. Donc vous savez maintenant, le tourisme local coûte cher pour les petites bourses. Donc les ménages, par exemple une famille qui souhaite donc, faire du tourisme local, que ce soit tourisme balnéaire, tourisme saharien, tourisme thermal ou autre. Donc cette possibilité donc, de bénéficier de séjours touristiques par facilité permettrait d'une part de booster un peu le tourisme national, local, parce qu'il n'y a pas que le tourisme à l'étranger, nous avons beaucoup de potentiel touristique local qui a besoin d'être valorisé, mais aussi c'est une façon aussi d'encourager l'épargne, parce que cette possibilité, cette facilitation est adossée aussi à un produit d'épargne pour aussi stimuler un peu l'épargne des ménages et transformer l'épargne des ménages d'une épargne domestique en une épargne bancaire. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nasser Haïder, je rappelle que vous êtes PDG de la banque As-Salam Algérie et Chekib Qassimi Al-Hassani. Je rappelle que vous êtes directeur général de Al Jazair Al-Muttahida, une assurance islamique. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève, je le disais, cette émission, l'événement économique. Je vous dis merci d'avoir suivi votre émission et puis on se retrouve prochaine fois.